C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. L'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance est heureux d'organiser aujourd'hui cet échange autour de la thématique du deuil. Je m'appelle Marie-Iris Dubois-Freinet, je suis psychologue clinicienne au sein de l'association et je suis très heureuse de faire cet échange avec Angélique Eustache, qui est psychologue aussi à la ville du Havre, que je laisse se présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis psychologue et directrice d'un lieu d'accueil enfants-parents au sein d'un service d'accompagnement des parents à la direction Petite Enfance et Famille de la ville du Havre. Donc en deux mots, mes missions, c'est de pouvoir proposer un soutien ponctuel aux parents sous forme individuelle ou collective en lien avec des thématiques autour de la parentalité. Ça peut être la petite enfance, ça peut être l'enfance, l'adolescence, voilà, des sujets très variés. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils puissent puiser en eux leurs propres ressources afin de pouvoir trouver des solutions face à une situation qu'ils pourraient vivre comme étant difficile à un moment donné. Voilà. Et des situations qui sont difficiles comme aujourd'hui actuellement, effectivement, avec ce contexte de crise sanitaire lié au Covid-19. Voilà, nous, avec la plateforme Enfance et Covid et aussi dans votre pratique, on a eu beaucoup de retours de parents, de professionnels qui nous ont fait part de leurs difficultés à faire face au deuil. Donc, le deuil au sens large, que ce soit le deuil d'un proche, le deuil d'une situation, de la vie d'avant, des projets, mais aussi des vacances, voilà, des deuils qui sont à des échelles différentes. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait vraiment envie de vous proposer aujourd'hui un échange entre professionnels de terrain sur cette thématique du deuil et de pouvoir ainsi accompagner au mieux professionnels, parents, grands-parents, toute la communauté éducative autour de cette thématique. Donc, nous avons présélectionné 3 questions qui reviennent très régulièrement lors des écoutes que nous pouvons faire au sein de la plateforme Enfance et Covid, mais aussi au sein de la ville du Havre. Et la première question on a envie d'échanger entre nous, Angélique, c'est vraiment comment faire son deuil sans avoir pu dire au revoir. Dans ces situations, on ne peut pas aller à l'hôpital, par exemple, pour dire au revoir à son proche. On ne peut pas organiser peut-être une commémoration aussi. Comment est-ce qu'on fait ? En effet, c'est une question qui se pose. En général, on définit le deuil comme étant un ensemble de réactions physiologiques, psychologiques, affectives et comportementales qui vont être successives à une perte significative. Donc, comme vous avez dit, Marie-Iris, la perte, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte d'un objet, ça peut être la perte d'une situation, d'un animal. Tout deuil va enclencher différentes réactions, différentes émotions, puisque c'est un bouleversement total, beaucoup de chamboulements qui peuvent créer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. En général, ce qu'on voit, c'est souvent la première réaction, ça va être une réaction de déni, où on va se dire c'est pas possible. Voilà, on nie un peu la réalité, on se dit comment ça se fait et on a l'impression que c'est pas réel. C'est un petit peu ce qui se passe dans cette situation de confinement, puisque par exemple pour la mort d'un proche, il va être très compliqué de pouvoir lui dire au revoir parce qu'on ne peut pas mettre en place des rituels habituels qu'avant on pouvait faire, c'est-à-dire faire une cérémonie, dire au revoir aux morts. Or, le rituel a vraiment pour but de prendre conscience de la réalité de la mort. Donc là, on nous empêche de pouvoir se dire la personne, elle est partie, elle est plus là et je peux pas lui dire au revoir. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir réfléchir à des rites symboliques, entre guillemets, qu'on va pouvoir mettre en place à la maison avec les enfants. Par exemple, allumer une bougie, prendre une photo de la personne décédée, partager des souvenirs autour de cette personne ensemble, rester en contact avec les proches, c'est vraiment important aussi. Et puis, organiser une commémoration où tout le monde pourra se rassembler quand les circonstances le permettront. Donc ça, en tout cas, c'est des petites pistes
qu'on peut avoir voilà, pour dire au revoir à la personne sans forcément être présent physiquement, mais en tout cas psychiquement, on pourrait être présent pour la personne. Ça, c'était la première grande émotion qu'on peut ressentir une fois qu'on a passé cette phase de négation. Et on peut avoir plein d'autres sentiments qui viennent, dont la suivante, c'est souvent la colère, un sentiment d'injustice. Je ne sais pas si dans votre pratique, Marie-Iris, vous avez déjà pu avoir ça. Voilà, des gens qui vous disent c'est pas possible, ça n'aurait pas dû arriver, pas à Pas moi. juste. C'est pas juste, c'est pas à moi, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Voilà, tous ces sentiments de colère, de hurlement qu'on peut ressentir, que ce soit un point de vue interne, hein, ou externe, des personnes qui peuvent être très paisibles et d'un seul moment, vont avoir envie de taper partout ou avoir C'est des ça. comportements, agressifs alors que d'habitude ce sont des gens plutôt, apaisés ou paisibles et c'est vrai que oui, c'est des choses qu'on rencontre souvent dans cette phase, en fait, dans ce processus qu'on appelle ce processus de deuil, hein. Donc après le déni, on peut retrouver la colère et qui vraiment peut être présente et surtout dans ce moment où, enfin, ce moment de confinement où ça peut nous sembler complètement injuste. Non, mais pourquoi on m'interdit d'aller à l'hôpital? C'est dégueulasse. J'ai envie d'y aller et j'ai envie de dire au revoir et comment est-ce que je peux faire autrement? Et en fait, voilà, tout ça, toute cette colère qui est en nous, elle fait partie aussi de ce processus. Il est tout à fait normal. Donc, c'est important de pouvoir l'accepter aussi et de dire Mm. que, bah, voilà, elle est là, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Et comment ça va m'aider petit à petit aussi à faire et à rentrer dans ce processus de deuil? Parce que si on continue dans le processus, hein, Angélique, si je ne me trompe pas, on trouve après dans la phase suivante, on trouve la phase de marchandage. Oui, c'est ça. Où on va essayer de, de dire bah, si je fais ça, peut-être que je vais avoir ça. Voilà. C'est pas une phase pour laquelle on passe toujours, en fait. Ça dépend vraiment des personnes. En tout cas, ça peut être une des étapes pour petit à petit accepter la situation. Euh, la phase qui, pour moi, me semble la plus importante et celle où il faut être le plus vigilant, c'est lorsque la personne, elle va être envahie par une grosse émotion de tristesse, de déprime, voire parfois s'assimiler à de la dépression, où là, bah, il n'y a plus de sens en fait. On trouve plus de sens à la réalité, on n'a plus envie de faire les activités qu'on avait envie avant, on veut plus se lever le matin, on s'isole du reste de l'environnement. Et c'est là où il faut être plus vigilant. Mmh. Surtout que finalement, la souffrance de la personne va être proportionnelle à l'attachement qu'on avait à la situation. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un investissement affectif qui va être important. Je donne un exemple. Par exemple, bah, vous perdez votre papa ou votre maman. L'investissement, il est très, très fort. Donc, la souffrance, elle va être d'autant plus forte. Et du coup, le travail de deuil va être plus long. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que bah, on n'a pas tous le même investissement affectif et donc on ne va pas ressentir tous les mêmes choses au même degré. Dans un même foyer, voilà, on peut aussi ressentir les choses différemment et ne pas comprendre que l'autre bah, perçoive les choses pas de la même manière. Et ça va être important d'avoir de la communication au sein même de cette situation qui en plus le confinement peut exacerber les comportements, hein, comme on disait au niveau de la colère, de l'agressivité, et que ça va être important de pouvoir en parler et poser les choses, verbaliser pour savoir un petit peu ce que l'autre ressent. Et où est-ce qu'il en est? Parce que c'est C'est vrai ça. que ce que vous disiez, c'est que voilà, peut-être que moi, je suis arrivée à un certain stade dans mon processus, donc j'arrive à la dépression, je suis triste, mais par contre, mon conjoint, il est toujours dans le stade de la colère. Et là, ça peut vraiment créer bah, des incompréhensions totales, parce que vous, votre seule envie, c'est de rester au fond de votre lit, tandis que votre conjoint, lui, va à 8 heures du matin, commence à dire, ouais, c'est bon, allez, vas-y, tout le monde range sa chambre. Euh, et, euh, et puis c'est ça, et je veux plus en entendre parler, et c'est comme ça. Alors que normalement, il n'est pas du tout comme ça. Et souvent, ça peut créer des décalages en fait dans cette communication, que ce soit, alors là, je parle d'un couple, hein, mais ça peut être aussi avec ses propres enfants.
D'où l'importance vraiment de pouvoir communiquer un maximum de où est-ce que j'en suis de mon processus de deuil. Voilà, c'était une personne auquel j'étais fortement attachée, donc là, je vais rester peut-être plus de temps dans cette phase de déni ou je vais rester plus de temps dans cette phase voilà, de souffrance, de tristesse. Mais voilà, ce sont des processus qui sont aussi complètement naturels et qui, chacun va rester le temps qu'il faudra, en fait, pour accepter petit à petit le départ, la mort d'un proche, de faire ce deuil, ce processus de deuil. Parce qu'après cette phase de tristesse, hein, on arrive bien à la phase d'acceptation Voilà. où, Ouais. justement, on commence à se dire que la vie va continuer sans la personne disparue, que nous allons pouvoir, vivre de nouveau. Et puis c'est à ce moment-là où on va esquisser de nouveau un petit sourire, qu'une blague va recommencer à nous faire rire, que nos habitudes vont recommencer à se mettre en place petit à petit et que la douleur va se faire de moins en moins intense. Elle sera peut-être toujours là, mais de moins en moins intense. Et donc, c'est comment est-ce que au quotidien, je peux gérer en fait aussi ces difficultés de savoir où est-ce que j'en suis de mon processus de deuil et comment je peux accompagner aussi les personnes qui sont dans mon foyer. Aujourd'hui, on est tous confinés ensemble Mm. pour pouvoir au mieux communiquer et au mieux échanger pour petit à petit arriver à cette acceptation du départ, de la mort d'un proche. Donc, mais il y a aussi est-ce que, Angélique, vous avez peut-être des petites pistes sur, voilà, sur ces étapes de deuil, bien penser que toutes les personnes sont différentes et qu'est-ce qui pourrait aider un petit peu? Je sais qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais déjà des petites réflexions sur qu'est-ce qui pourrait aider pour passer les différentes étapes? Alors, selon moi, ce qui est le plus important, enfin, en tout cas, une des choses, c'est de pouvoir verbaliser ses émotions, verbaliser sa souffrance, exprimer ce qu'on ressent. Puisqu'en fait, le fait de poser des mots, ça permet de déposer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Comme vous disiez, hein, Marie-Iris, le deuil, c'est très personnel, hein, c'est intérieur. Il y a la question de la temporalité qui est importante à prendre en compte, puisque pour certains, ça va aller très vite, et puis pour d'autres, ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps, qu'on n'est pas tous pareils, hein, et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et le fait déjà d'exprimer ses besoins, exprimer ses émotions, positives et négatives, c'est déjà arriver à prendre conscience de ce qui nous arrive, hein, de ce qui se passe. Rester aussi en contact avec les proches, puisque ça peut nous permettre aussi de se préserver de cette phase de tristesse, d'isolement, et de pouvoir surtout s'entourer aussi des bonnes personnes. Vous avez souvent des personnes où vous vous dites, bon, à elle, je vais pas aller lui dire que je vais pas bien parce que je vais raccrocher et je vais aller encore moins bien. Donc, c'est important de pouvoir parler à des personnes qui vont vous réconforter, qui vont vous écouter et qui ne vont pas vous juger ou vous dire, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, parce que vous, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie juste qu'on vous écoute. Et parfois, juste écouter, ça peut réconforter. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et on peut déverser un petit peu toutes nos émotions. Je vais pas continuer sur les pistes parce que sinon… On va trop, on va Voilà. trop aller sur la dernière question qu'on s'est posée et que nous avons nous avons beaucoup eu. Mais c'est vrai que dans la posture de l'accompagnant, en tout cas de la personne, voilà, moi j'ai eu un deuil et j'appelle une personne de confiance parce que je me sens pas bien. C'est vrai que cette posture de l'accompagnant, elle n'est pas toujours facile parce que on va avoir tendance souvent pour pouvoir se protéger nous-mêmes, de minimiser. Non, mais tu sais, elle est bien mieux là où elle est maintenant, où elle a arrêté de souffrir. Et ce genre de choses, en fait, c'est rationnellement, oui, elle est juste la phrase. Mais en fait, la personne qui vous dépose l'émotionnel qui est extrêmement à vif à ce moment-là, elle a besoin que vous lui parliez sur le même mode, sur le mode émotionnel, et dire, voilà, j'entends ta souffrance, j'entends que tu es triste, j'entends que tu es en colère, et exprime-toi, je viens t'écouter. Et ça ne sert à rien, les cerveaux émotionnels et le cerveau rationnel, à ce moment-là, ils ne sont pas en connexion, ils ne peuvent C'est pas être en ça. connexion. Donc ça, c'est vraiment neuroscientifiquement prouvé que quand on vit une émotion intense, hein, ça se coupe, hein, le cerveau pensant et nos cerveaux émotionnels. Et ça, justement, le fait de dire et de parler, de communiquer, de mettre des mots au niveau du cerveau, ça va vraiment aussi permettre d'apaiser parce que vous venez petit à petit réintroduire un peu votre cerveau pensant
auprès de votre cerveau émotionnel. Donc, voilà, cette posture d'accompagnant, elle est vraiment importante pour tous ceux qui accompagnent le deuil au quotidien, que ce soit le deuil de nos enfants, le deuil d'un ami, etc. Vraiment soyez là, soyez vrai et soyez à l'écoute des émotions et parlez sur le même mode. Ça Voilà. évitera des difficultés par la suite, en tout cas. Ouais. C'est des choses que vous avez pu voir, vous, Angélique, de cette difficulté parfois d'accepter les émotions de l'autre? Alors, j'ai pas forcément été beaucoup confrontée dans ma pratique professionnelle à accompagner des personnes en situation de deuil, mais on voit parfois entre enfants et parents que c'est pas forcément facile de poser des mots et de comprendre les émotions de l'autre et de les accepter. Que ce soit voilà, dans cette relation enfant-parent, mais également dans les relations de couple où on pense des choses différentes et on se les dit pas. Et le fait de pouvoir poser des mots, j'aime beaucoup la petite phrase des mots contre les mots, des mots M-O-T-S contre les mots M-A-U-X. Parce que c'est vrai, et Françoise Dolto, psychanalyste, le disait aussi beaucoup, les mots sont vraiment importants. Ça permet de poser les choses et, euh, et, et de mieux, moi je pense, de mieux comprendre ce que peut ressentir l'autre et d'accepter les émotions de l'autre aussi à partir du moment où on a dit moi là ça va pas, je vais pas bien, j'ai besoin d'en parler, je te donne mes ressentis, là ou alors là je suis pas d'accord avec toi, là pour moi j'ai cette perception là de toi, dis-moi qu'est-ce qu'il en est. Et ça permet aussi aux personnes de s'ajuster, que ce soit deux individus adultes, mais exactement pour les enfants, pour moi ça fonctionne de la même manière. C'est important de pouvoir dire à l'enfant, là, j'entends que tu es en colère. J'ai l'impression que tu es en colère. Dis-moi ce qu'il en est pour arriver à se comprendre et à être finalement au même niveau. Vous éviterez, je pense, parfois des conflits à essayer cet exercice-là de pouvoir prendre en compte les émotions de l'autre et prendre en compte ses propres émotions et réussir à les ajuster l'une avec l'autre. Mmh mh. Tout à fait et justement en parlant de mots, ça nous amène quand même à notre deuxième question. C'est justement, comment l'annoncer à ses enfants? Surtout quand ils sont petits, surtout Mm. quand, la mort, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Donc comment l'annoncer, à nos enfants? Est-ce que vous auriez des pistes? Alors, un élément pour moi qui me semble vraiment important à prendre en compte, c'est que si un parent se sent submergé par la situation qui lui arrive, avec un état émotionnel très, très important, euh, il me semble important de pouvoir là différer le moment de l'échange avec l'enfant. Pourquoi? C'est parce que l'enfant, il va être très sensible à ce qui se passe dans son environnement. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le parent, s'il est submergé, il ne se sentira pas capable de pouvoir dire les choses. Donc, soit on diffère, on attend d'être mieux, soit on passe le relais à quelqu'un d'autre si on ne se sent pas d'en parler. Ça, je pense que c'est vraiment un premier élément à prendre en compte. Après, vous ne parlerez pas de la même façon à l'enfant s'il a 1 an ou s'il a 7 ans. Donc, le fait de prendre en compte l'âge de l'enfant, c'est important aussi. Puisque par exemple, entre 0 et 3 ans, l'enfant, il n'a pas conscience de la mort. Intellectuellement, il n'y a pas cette compréhension-là. Et lui, il va vraiment le vivre au niveau sensoriel et émotionnel. Donc, il va prendre en compte tout ce qui va se passer autour de lui. Il va sentir la détresse de ses parents, il va sentir la détresse de l'environnement. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de pouvoir jauger un petit peu son état émotionnel parce que ça va avoir forcément un impact sur l'enfant aussi. Comme on dit souvent, nous, alors je ne sais pas si vous utilisez ces expressions, Marie-Élise, mais moi, aux parents, je leur explique souvent que l'enfant, c'est une éponge et Tout à que fait. du coup, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son environnement, eh bien, l'enfant, il capte tout. Et ça peut après se matérialiser par des angoisses, du stress et différents comportements. Euh, donc, il va vraiment falloir adapter son discours en fonction de l'âge de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut dire à l'enfant ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui hésitent, souvent qui disent « je ne sais pas si je lui en parle » parce que Mmh. peur que ça crée des angoisses, peur qu'il y ait des images mortifères chez l'enfant, peur que ça le traumatise. Or, souvent, c'est le fait de ne rien dire
qui risque de créer après des angoisses ou alors faire surgir des comportements inadaptés. Il va être important de pouvoir poser des mots simples. Par exemple, si c'est la mort d'un grand-père, pouvoir dire bah, ton papy, il est mort, il ne reviendra plus. C'est pas pour ça qu'il faut que tu t'empêches de continuer à l'aimer, parce qu'il sera toujours là dans ta tête, dans ton cœur. Vaut mieux éviter les métaphores comme il est Il est parti, parti. il dort, il est au ciel. Parce que si vous dites il est parti, du coup l'enfant il va attendre qu'il revienne. Donc ça peut créer aussi des angoisses par rapport à la séparation. Si vous dites il est endormi, bah, du coup l'enfant il va parfois avoir peur d'aller se coucher le soir, Mhm. peur de mourir lui aussi. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant avec son langage, pouvoir prendre en compte aussi les émotions de l'enfant, les accompagner, les accueillir, les écouter, les nommer, puisqu'un enfant ne fait pas l'autre. Et certains enfants vont avoir tendance à être tristes, en colère, agressifs, et d'autres vont ne rien laisser paraître. Ça, c'est un mécanisme de défense chez l'enfant qui lui permet de se préserver et d'intégrer petit à petit ce qui se passe et la situation. Puisqu'un enfant a besoin de garder assez d'énergie pour grandir, évoluer, se développer. Et à certains moments, voilà, quand il sent que c'est trop en danger, donc après tout ça, c'est un peu inconscient, hein, ça se fait sans que l'enfant il comprenne tout ça. Mais voilà, c'est un mécanisme qui lui permet de se protéger, de continuer à grandir malgré la situation et que petit à petit, il va intégrer ça. Surtout, il ne faut pas forcer les choses. Si l'enfant pose des questions, on lui répond. On n'a pas toujours toutes les réponses. C'est Mhm. important de lui dire aussi. Dire, bah là, écoute, je ne sais pas. Je vais chercher, je ne sais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour arriver à voir qu'est-ce que l'enfant comprend de la situation. Peut-être que l'enfant, il a une super bonne compréhension et que du coup, vous allez avoir moins de choses à lui dire. Donc, c'est vrai que souvent, qu'est-ce que tu en penses quand l'enfant est en mesure de communiquer, de parler? Ça va être intéressant de pouvoir déjà récolter un petit peu lui ce qu'il a entendu de la situation pour pouvoir nous adapter le discours. Il y a certains parents qui auront des difficultés à parler de tout ça. Il existe des livres qui sont plutôt bien faits, qui là, j'ai pas de référence en tête, mais qui peuvent permettre aux parents de parler de la mort à l'enfant, que ce soit au moment d'un décès, mais aussi parfois pour préparer un enfant vers 6 ans, 7 ans a conscience que la mort, elle est universelle et irréversible. Et là, du coup, l'enfant va poser plus de questions, même s'il n'y a pas eu de deuil avant. Donc, ça peut être bien aussi d'avoir déjà ces petits livres sous le coude et pouvoir préparer ça qui aidera l'enfant aussi à être déjà un peu préparé face à une situation de deuil plus tard. Tout à fait. Et je voulais rebondir sur le fait de souvent bien utiliser le mot mort auprès des enfants, de ne pas partir dans les métaphores. C'est que souvent, en fait, nous, on va avoir un peu, c'est nous qui allons avoir peur en tant qu'adultes du mot mort. Parce que justement, on sait que c'est irréversible, on sait que la personne, on ne la reverra pas. Et que bah, ça peut occasionner des émotions aussi très intenses. Et que bah, c'est ça, toutes ces émotions qui vont créer la difficulté d'utiliser ce mot. Mais pourtant, ce mot, il a une signification propre et qui est importante à dire auprès de l'enfant pour que l'enfant puisse petit à petit, lui aussi, commencer son processus de deuil. Et donc, bah, comme vous avez dit très bien, hein, il y a des enfants qui vont être très en colère, très agressifs, des enfants qui vont être beaucoup très tristes. Et bah, eux aussi, ils ont leur processus de deuil qui se met en route comme un adulte. Voilà, mais de manière différente parce que bah, ils vivent les choses de manière différente que l'adulte et comme c'est des personnes à part entière, bah, ils vivent leur deuil comme eux en ont besoin. Voilà. Et, mais c'est vrai que ce que la pratique a pu nous dire, en tout cas, c'est que certains enfants peuvent montrer aussi des signes, pas forcément tout de suite, de deuil, mais quelques mois après. Hein. Oui. Oui, il va falloir que les professionnels de l'enfance et les parents soient vigilants s'il y a des signes qui perdurent et qui perdurent surtout si
plein de choses ont été mises en place et que ça ne change pas. Par exemple, vous allez observer que l'enfant il a un retard scolaire, alors qu'avant, il travaillait bien et que les résultats étaient convenables. Vous allez observer qu'il y a des troubles du sommeil. L'enfant, il avait du mal à s'endormir au moment du deuil, mais ça commence à durer longtemps. Mon enfant, il vient me voir et puis il n'a pas envie d'aller à l'école, il est anxieux, il a envie de rester tout seul, il veut plus aller à des anniversaires, il veut plus faire de sorties, il a plus faim. Euh, euh, Tous ces signes-là doivent alerter à partir du moment où vous avez essayé de mettre en place plein de choses et il n'y a rien qui a changé. Et pour le coup, là, ça peut être intéressant de pouvoir se tourner vers un professionnel qui sera, attention, je préfère le préciser, pas là pour démunir le parent de son rôle de parent, mais vraiment venir en accompagnement à la relation, aider le parent à trouver des ressources et à poser des mots, parce que parfois c'est vrai que le parent il peut se sentir démuni, ne pas savoir comment faire. Là, le psychologue, et je pense que vous me rejoindrez Marie-Iris, Tout à fait. le psychologue il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais simplement pour essayer de dénouer la situation, de voir voilà, qu'est-ce qui va pas, et d'amener l'enfant et le parent à communiquer ensemble. Tout à fait. Et puis, voilà, c'est souvent aussi des prises en charge qui sont assez courtes, hein, parce que souvent, il suffit peut-être juste de poser des mots sur ce que l'enfant vit à l'intérieur de lui, peut-être de le faire un petit peu dessiner pour lui permettre de vraiment vivre toutes ces émotions entièrement et de pouvoir les assimiler. Et donc, je vous rejoins complètement, évidemment, sur le rôle, hein, du psychologue ici dans ces difficultés que peuvent vivre les familles, les parents, les grands-parents, mais aussi les enfants, et ne pas hésiter à consulter en fait des professionnels sur ce versant-là, et pour donner ce petit coup de pouce où on a tout essayé mais on n'y arrive pas, et c'est pas grave. Justement, là, vous avez besoin d'une personne extérieure, d'un regard extérieur pour vous accompagner, pour vous trouver les forces en vous que vous avez évidemment, mais peut-être qu'ils sont un petit peu cachés sous beaucoup de tristesse ou beaucoup d'émotionnel, et de vous permettre d'aller regarder un peu toutes ces forces qui sont en vous, et pour mieux vous accompagner sur ce chemin de deuil, dans ce processus de deuil. Donc voilà, il y a des psychologues qui sont aussi tout à fait formés pour pouvoir accompagner de manière ponctuelle au niveau de la parentalité, au niveau du soutien à la parentalité. Donc vous allez les trouver comme vous, hein, Angélique, dans les lieux d'accueil enfants-parents, dans les PMI. Voilà, n'hésitez pas, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler de cette manière-là dans ce soutien à la parentalité. Voilà, c'est une petite pub pour la profession. Je pense que c'est important de déculpabiliser aussi des parents qui pourraient être en demande, mais qui peuvent parfois aussi avoir un peu peur. N'hésitez plus, on est vraiment là pour vous accompagner là où vous en êtes, et sans vous forcer, sans vous brusquer. C'est ça. Donc ça nous amène en fait à cette dernière question qui est vraiment quelque chose de très redondant dans les appels ou dans les entretiens que nous avons avec les familles. C'est vraiment quelles seraient un peu mes ressources pour aller de l'avant. Donc on a beaucoup parlé du deuil d'un proche, mais là ça pourrait être le deuil dans toute sa splendeur en fait, hein, dans toutes les situations. Donc comme je disais tout à l'heure, deuil d'un proche, mais le deuil aussi d'une situation, le deuil de nos projets. Voilà, je voulais faire un voyage, un grand voyage. On avait prévu un grand voyage, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est difficile à gérer pour moi. Voilà. Quelles seraient un peu des pistes de réflexion qu'on pourrait donner à tous ceux qui nous écoutent pour se sentir un peu mieux et aller de l'avant? Alors en effet, dans cette période de confinement, toutes les émotions, comme on disait, hein, peuvent être exacerbées et du coup, on peut avoir beaucoup plus d'émotions de tristesse, de colère, d'agressivité. Donc moi, j'ai envie de vous dire que ça peut être intéressant. Enfin, toutes les pistes qu'on va évoquer avec Marie-Iris, il y en aura sûrement plein d'autres, hein. Il faut que ça soit propre à chacun, d'arriver à piocher un petit peu. Mais en tout cas, toutes ces
pistes, pour moi, elles ont du sens pour essayer de remplir un réservoir d'émotions positives. Voilà. Essayer toujours d'être dans l'optimisme, le positivisme, même si c'est vrai que la situation peut parfois être un petit peu compliquée. En situation de deuil, mais comme dans n'importe quelle situation, je pense que ces pistes, elles pourront aussi se transposer à d'autres événements de la vie quand on a un petit coup de déprime, un petit coup de tristesse. Ce qui est important, déjà ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est de pouvoir s'entourer de ses proches, puisque là, en situation de confinement, il y a souvent l'isolement qui se fait ressentir, l'enfermement, d'autant plus quand c'est des petits logements, quand il n'y a pas de jardin, ou du coup, on voit qu'il fait beau, mais on ne peut pas en profiter. Voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, de pouvoir rester en contact avec ses proches et s'entourer d'eux, c'est déjà quelque chose qui peut permettre de garder du positif, en fait, dans sa journée. L'idée de pouvoir exprimer ses émotions, ça va être important aussi dans n'importe quelle situation. Donc, soit verbalement pour les gens qui vont être plus à l'aise et du coup d'appeler quelqu'un, de pouvoir parler dans la famille. Mais on peut aussi utiliser l'écrit comme des cahiers à émotions. Essayer à la fin de sa journée de se dire quelles émotions positives j'ai eues, quelles émotions négatives j'ai eues. À savoir que si vous avez plus d'émotions négatives que positives, c'est pas grave. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire on voit l'évolution au fur et à mesure. Le fait d'écrire, ça peut permettre aussi de prendre conscience que on était dans un état où ça va pas, ça va vraiment pas, mais de jour en jour, ça peut aussi aller mieux. Et que ce soit pour un événement, mais aussi le deuil d'un être cher, le fait de pouvoir écrire ce qu'on ressent, ça peut permettre de se libérer d'un poids qu'on a à l'intérieur de soi. Les pistes qui vont être aussi très intéressantes, ça va être tout ce qui va tourner autour de prendre soin de soi, sous différentes manières. On va pouvoir, alors déjà ce qui est important, c'est de pouvoir garder un rythme dans sa journée, ritualiser un petit peu, structurer sa journée, et puis pouvoir garder une alimentation saine, faire de l'exercice, puisque voilà, on entend souvent que le sport permet de lutter contre le stress, mais ça donne des choses positives à l'intérieur de soi. Ça va être important aussi de faire des choses qu'on aime finalement, de faire des activités qu'on aime. Par exemple, moi j'aime le chocolat, donc du coup un petit carré de chocolat de temps en temps, ça fait du bien. On a envie de faire un petit repas, on n'a jamais l'occasion. Là, ça peut être aussi l'occasion de faire un repas, soit seul, soit en famille. Et puis après, de pouvoir, au sein de l'espace où on est confiné, pouvoir le partager ensemble. Et surtout se le permettre, je me permets de vous couper, Angélique, c'est aussi se le permettre de faire ces activités qu'on aime. Et je pense que chacun d'entre nous, on a cette capacité d'avoir une activité qui nous réconforte aussi, plus qu'une autre. Et se permettre de la faire, cette activité. Donc, ça va être peut-être cuisiner un bon repas. Ça va peut-être aussi passer l'après-midi sous ma couette avec un film parce que j'en ai besoin et que je sais qu'après, mon réservoir va se remplir parce que j'en avais vraiment besoin de me poser. Et voilà, se permettre de pouvoir le faire, de se dire, je m'accorde un temps pour moi, pour ne pas s'oublier justement dans ces périodes de deuil où on peut se sentir isolé, même s'il peut y avoir beaucoup de monde autour de nous, dans la famille, dans le logement. Mais on peut se sentir très seul et de se permettre aussi de temps en temps d'avoir cette solitude rien que pour soi, pour se dire allez, je me coucoune, je me fais un petit kiff. Moi j'aime bien parler de petit kiff. Quel a été mon petit kiff aujourd'hui? Qu'est-ce que je m'accorde aujourd'hui comme petit kiff et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour qu'à la fin de la journée je me sente quand même peut-être un petit peu mieux que ce matin. Et je pense que ça peut permettre aussi à vraiment retrouver du positif et du sens dans la journée. Et je reviens aussi, ça me permet de refaire le lien avec l'importance des rituels dans la journée, même pour les enfants, justement, surtout en période de deuil où ça peut être vraiment quelque chose qui peut un peu tout chambouler. Et le fait d'avoir quand même un rythme bien structuré dans la journée, ça peut vraiment aussi permettre aux enfants de dire, OK, il s'est passé quelque chose à l'extérieur de la maison, quelque chose d'important, de difficile, mais ça ne vient pas tout chambouler parce que le rythme est toujours là. Et surtout pour les plus petits qui peuvent avoir cette difficulté à intégrer la nouvelle parce que c'est trop abstrait.
et ben, ce rythme, dire, OK, il y a quelque chose qui se passe, mais le rythme est là et je sais que quand je vais me réveiller, papa, maman, mes frères et sœurs seront toujours là. Je sais que je vais pouvoir manger parce que derrière, papa, maman ou mes frères et sœurs vont jouer avec moi, etc., etc. Ça va permettre vraiment de pouvoir les structurer, de se dire, OK, il peut se passer des choses en dehors, mais moi, je me sens bien et tout va bien, on peut s'occuper de Mmh. moi. En effet, hein, comme vous dites, structurer le temps, structurer l'organisation, structurer l'espace, c'est vraiment très rassurant. Très, très rassurant pour les enfants, mais aussi rassurant pour les adultes, hein. Je pense que tout le monde a déjà vécu une situation où on se retrouve, par exemple, à une conférence, une réunion où, en fait, il y a plein de monde qu'on ne connaît pas et l'inconnu, ça fait peur, hein, ça crée du stress et des angoisses. Et le fait de pouvoir se préserver de ça à certains moments, de pouvoir le faire et de préserver les enfants, ça, ça, voilà, ça permettra de pouvoir garder des émotions positives, être dans l'instant présent et de pouvoir au mieux gérer les émotions qui sont liées à la situation qu'on vit dans le temps présent. Du coup, en parlant de temps présent, je voulais aussi partager avec vous une piste qui peut être intéressante, alors pour certains et pas pour d'autres, hein. Ça dépend vraiment, tout ce qu'on partage là, il y en a certains qui s'y retrouveront pas. Donc, à piocher vraiment, mais ça peut être de la méditation et du yoga qui peuvent permettre de se ressourcer. Un style de méditation, c'est la méditation de pleine conscience, qui est aussi appelée mindfulness, et qui permet vraiment à l'individu de se centrer dans le présent, d'écouter son corps, les sensations qu'on peut ressentir à un instant T, à un moment donné. Et cette technique-là peut permettre à terme, à force de la répéter, de contrer un petit peu les ruminations du passé, les anticipations du futur. En sachant que là, c'est vrai que dans cette période de confinement, le psychisme, il est quand même bien mis à mal parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, on est dans le flou, il y a beaucoup d'inquiétudes qui se créent, des angoisses, des craintes, et donc qui peuvent amener voilà, à se dire j'ai peur, je stresse. Donc ça peut être une technique qui peut permettre de se recentrer sur le présent et de laisser de côté en fait toutes les inquiétudes qu'on va pouvoir avoir. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des applications qui existent pour justement faire toute cette méditation pleine conscience. Il y a des exercices de yoga qu'on peut trouver sur YouTube. Voilà, on mettra aussi tous ces liens en partage pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà, il y a énormément d'outils qui pourront vous permettre de pouvoir accéder à ce temps présent, de dire, bon, bah voilà, je me concentre aujourd'hui sur ce que je ressens maintenant. Et plutôt que d'enclencher, moi j'appelle ça le petit vélo en tête, hein. Vous savez, ces ruminations qui tournent en boucle en disant j'en serais pas capable, je serais pas capable, je serais pas capable, ou voilà, et qui en fait ne s'arrêtent jamais. Une fois qu'il est enclenché, ce petit vélo, souvent on a beaucoup de mal à pouvoir l'arrêter. Et d'utiliser ces petites techniques de méditation, de réflexion, de yoga vont vraiment permettre de pouvoir en fait apaiser le psychisme qui, comme vous disiez, hein, Angélique, en ce moment est bien surmené, et vraiment de pouvoir nous apaiser et trouver du sens aussi. Mm. Et ce qui peut permettre aussi de pouvoir aussi vraiment se dire de se laisser du temps aussi. C'est important quand on vit un deuil de se laisser du temps, de dire OK, ça partira pas comme ça du jour au lendemain. Le processus, il existe, il est là. Il a été établi depuis maintenant de longues années. Voilà, bien se donner du temps, que c'est normal que du jour au lendemain, je me sente pas mieux. Et ben, acceptez-le et faites en sorte aussi de pouvoir trouver quels sont vos ressorts positifs dans votre journée. Comment je vais venir remplir mon réservoir en fait d'affectifs pour que peut-être demain, je me sente un petit peu mieux que hier. Mm. Et une dernière chose qu'on pourrait donner comme piste, même si ça va rejoindre un petit peu tout ce qu'on a pu évoquer, c'est de pouvoir se fixer des objectifs, se fixer des perspectives, puisque comme vous le disiez au début, Marie-Iris, en effet, on peut avoir prévu des choses et puis finalement on se dit, bah mince, en fait, je vais être obligée de tout annuler. Donc c'est là de se dire à court terme, moyen terme ou long terme,
qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, ça peut être comme on a pu évoquer dans la journée, se dire à court terme, mon objectif, c'est aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Mais ça peut être aussi à long terme. Imaginez dans le cas du deuil d'un proche, se dire, on avait toujours prévu de faire un voyage à tel endroit, on n'a jamais pu le faire. Et donc, pour rendre hommage à la personne, c'est de se dire, quand les circonstances le permettront, je ferai ce voyage et je penserai très fort à la personne qui est plus là. Puisque faire son deuil, ça ne veut pas dire oublier, mais c'est rendre la souffrance plus supportable et arriver à accepter que la situation elle soit différente et d'arriver à vivre avec. Voilà une dernière petite piste que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc c'est vrai que ça fait pas mal de pistes, beaucoup de choses que nous avons balayées sur ce temps. C'était, vraiment un échange très intéressant et nous espérons, en tout cas avec Angélique, que nous avons pu répondre à l'ensemble de vos questions. Nous restons disponibles via la plateforme évidemment, Enfance et Covid, sur le numéro de téléphone que vous pouvez retrouver sur la plateforme pour, échanger avec, des professionnels formés et supervisés, dans ce but. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme Enfance et Covid. Vous allez retrouver aussi une fiche technique réalisée par Angélique sur la thématique du deuil qui reprend aussi, beaucoup de choses que nous avons pu évoquer lors de cet échange entre nous. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier Angélique de notre échange et j'espère à bientôt. Merci Marie-Iris. J'étais ravie de pouvoir faire cet échange avec vous. À bientôt.